Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma soeur. En Afrique, comment ils perçoivent l'histoire de l'esclavage des Antilles? En Afrique, comment perçoivent-ils? Moi, j'habite, on va dire, un peu plus de la moitié de mon temps au Sénégal, sur une des terres où il y a eu Gorée. Donc, la Gorée, c'est évidemment une des grosses portes de non-retour. Il ne faut pas oublier que, contrairement à ce que l'histoire du maître nous a rappelé, l'esclavage, c'est aussi la capture de membres de certaines familles qui sont restés en Afrique. C'est comme si vous avez un enfant, on vous vole votre enfant, et on envoie votre enfant, vous êtes au Sénégal, on vous vole votre enfant, et on envoie votre enfant en Martinique, on l'envoie en Guadeloupe. Le schéma que le maître a voulu essayer de tracer en disant les nègres se sont vendus entre eux. C'est tellement un schéma caricatural et intellectuellement parlant limité par rapport à la densité historique de ce qui s'est réellement déroulé. Quand il y a deux tribus ou deux familles qui se battent les unes contre les autres, les guerres ont toujours existé partout. Et qu'une tierce personne arrive et se dit qu'il a besoin de main-d'œuvre et qu'il est capable d'accentuer les tensions entre les tribus A et les tribus B. Et qu'il dit au chef de la tribu A, ceux que tu réussis à capturer dans la tribu B, tu me les donnes, comme ça te permettra d'avoir ton hégémonie. Eh bien, c'est des familles du même pays qui vont se voir être privées de leurs membres, de leurs maris, de leurs frères, de leurs filles, les 3/4 du temps de leurs meilleurs éléments. Et c'est l'Afrique qui saigne. Et ces meilleurs éléments sont capturés, sont mis en captivité et sont envoyés après au bagne sur la plantation que sont les Caraïbes. Donc penser que le schéma c'est l'Africain a vendu son frère, sans comprendre ce système divisé pour régner, sans comprendre qu'il y a des familles qui ont été brisées jusqu'à aujourd'hui et que l'Afrique saigne aujourd'hui. Moi-même qui vous parle, je sais que j'ai de la famille à Haïti. Moi-même qui vous parle du côté maternel, je sais que j'ai de la famille au Brésil. Ma mère est de Porto Novo, qui est une capitale, qui est une ville qui a été plus que jamais habitée par la suite par des Afro-Brésiliens qui sont revenus, etc. Et d'autres même qui partaient. J'ai de la famille du côté de mon père à Ouida, pareil. Bon nombre des nôtres ont été emmenés là-bas. Ce sont des membres de nos familles qui ont été arrachés. Donc le schéma qui consiste à dire l'Africain a vendu son frère, ça plaît à l'impérialiste parce qu'il a besoin de ça, de faire croire cela. Mais l'histoire est évidemment beaucoup plus complexe que cela. Après, qu'il y a eu des traîtres, il y a eu des traîtres partout. Quand vous voyez la Shoah, il ne faut pas oublier qu'il y a des familles comme les familles Rothschild qui donnaient leur train à Hitler pour que celui-ci puisse envoyer des gens dans les camps de concentration. Donc il y a eu des traîtres juifs aussi. Est-ce qu'on est en train de dire que pour cela, donc la Shoah n'a pas été un génocide qui a touché le peuple juif dans sa globalité? Pourquoi lorsqu'il s'agit des Noirs, on essaye de ne pas appliquer pour les autres ce qu'on applique pour nous? Il faut qu'on se pose des questions. Donc ce drame-là est un drame qui nous touche dans notre chair. Quand je vais à Gorée, je me vide de toutes les larmes de mon corps. Quand je vais à Ouida, je me vide de toutes les larmes de mon corps. Et quand je vois ma sœur, quand je te vois, quand je vois les frères et les sœurs, je ne vois pas quelqu'un qui est d'une autre... Non, c'est un peuple. Quand je vais en Amérique du Sud, je vois les Afro-Vénézuéliens, je vois des frères et sœurs qui sont des membres de mon peuple. C'est ça le drame de notre peuple. C'est qu'ils nous ont fait parler toutes les langues. On a été kidnappés à la naissance. On est tous des lions, mais certains lions ont été élevés par des coqs, d'autres par des porcs, d'autres par des faucons, tout ce que vous voulez. De telle sorte que certains lions grandissent et ne savent même pas qu'ils sont des lions. Ils pensent qu'ils sont donc des perroquets, d'autres qui pensent qu'ils sont des hiboux, d'autres qui pensent qu'ils sont de différentes ethnies. Et ce n'est pas ça la véritable solution à notre sens, à la complexité de ce monde. L'urgente nécessité que l'on a, c'est d'essayer de se retrouver, de se reparler, de se comprendre. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de voyager partout dans le monde, partout où nos diasporas sont, en Occident, au Moyen-Orient, en Amérique, dans les Caraïbes, bientôt, sur le continent africain, partout où je vais. J'essaie de rappeler ce message qu'il est nécessaire qu'on puisse s'unir. Parce que si on ne le fait pas, les autres n'ont pas intérêt à ce qu'on s'unisse parce qu'ils se nourrissent de notre division. Voilà. Alors, justement, comment rassembler notre peuple? Je pense très simplement que la nouvelle génération, à partir du moment où elle connaît son histoire, elle connaît son identité, parce que l'histoire en tant que telle, beaucoup, lorsqu'ils connaissent l'histoire, font de la masturbation intellectuelle. Excusez-moi la crudité de ce terme, je ne pense pas que ce soit non plus la solution.
Mais l'histoire est un élément qui fait partie du puzzle. La connaissance et l'approfondissement de son identité est un élément encore plus grand qui fait aussi partie du puzzle. Comprendre quelle est la place de l'homme originel, de la femme originelle dans ce monde. Comprendre quelle est la place et le rôle historique que nous avions eu et que nous devons d'avoir aujourd'hui dans ce monde. Être capable de comprendre qui sont aujourd'hui nos amis et qui sont, géopolitiquement parlant, nos ennemis, pour savoir où est-ce qu'on est capable d'aller aussi. On ne peut pas se nourrir et comprendre notre identité si on ne sait pas déjà le monde dans lequel nous vivons. Donc on se doit d'avoir une compréhension de la géopolitique, une compréhension de nos humanités classiques, une compréhension de nos traditions. Nos traditions nous permettent, et quand je dis tradition, je ne suis pas en train comme certains peuvent avoir cette démarche dans une partie du courant panafricain, un courant minoritaire qui est le courant de l'afrocentricité, où on va vous dire que si vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes un malade mental. Moi, j'ai pas ce discours-là, je l'ai pu l'avoir beaucoup plus jeune. Ma démarche aujourd'hui est de me dire qu'il faut retourner à la tradition, mais il faut faire preuve de pédagogie. Il faut être capable de parler à tout le monde. Mais le retour à la tradition est une nécessité. Comprendre le monde tel qu'il tourne. Être capable de comprendre la vision que notre peuple, originellement parlant, avait dans le cosmos dans lequel nous sommes. Être capable de redevenir un peuple qui a des valeurs endogènes et non pas, qui n'est pas forcément noyé dans une sphère complètement exogène. On doit être capable de se replonger à nous-mêmes. L'aliénation, c'est être étranger à soi-même. Le contraire de l'aliénation, c'est le retour à soi. Le retour à soi sans s'opposer systématiquement aux autres. Mais c'est pour ça que je dis souvent que je ne lutte pas contre la négrophobie. Je lutte pour l'afrocratie. Parce que celui qui est capable de récupérer son propre pouvoir, le pouvoir de décider de sa propre destinée, devient une entité qui n'a même pas le temps de se battre contre ceux qui ne l'aiment pas. Il se bat pour lui-même. Et en redevenant fort, il forcera, il fera en sorte que qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, on vous respectera. Le monde, c'est pas les feux de l'amour. On n'a pas besoin de l'amour des gens on a besoin de pouvoir. Et il est temps que les afro-descendants des Caraïbes, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, peu importe l'endroit où ils sont, récupèrent le pouvoir de décider de leur propre destinée. Alors, vous parlez de pouvoir. On sait qu'il y a pas mal de familles, par exemple, dans les Caraïbes, qui possèdent des terres, mais qui ne peuvent pas les récupérer. Parce qu'il y a des exploitations, qu'elles sont occupées par la commune. Moi, je pense que l'urgente nécessité, autant en Afrique francophone, je parle de la nécessité déjà de faire tomber le franc CFA et d'être capable de lutter contre le land grabbing, qui est la récupération des terres et la spoliation de nos terres par les multinationales occidentales, autant en Caraïbes, l'urgente nécessité, évidemment, c'est la redistribution des terres. Au XXIe siècle, l'immense majorité de nos terres soit exploitées, soit contrôlées, soit in fine possédées, parce que celui qui exploite est celui qui contrôle. Dire que telle famille a une terre mais ne peut pas l'exploiter, ça veut dire qu'elle ne l'a pas. Parlons peu. Il faut qu'on soit capable d'avoir aussi cette grille de lecture-là et qu'on ne se laisse pas voir par la phraséologie et droit de l'homisme qui nous fait croire qu'on est tous égaux, qu'on a tous les mêmes droits. Non, on n'a pas tous les mêmes droits aujourd'hui. Il faut qu'on soit capable d'avoir une insurrection, une révolution, parce que l'insurrection n'est pas forcément suffisant, mais une révolution, pas forcément violente ou autre, mais qui puisse pousser les gens à mettre le doigt sur ce problème. Regardez comment ils essaient de nous caricaturer en nous disant que nous sommes un peuple de buveurs, nous sommes un peuple de fêtards, nous sommes un peuple de danseurs, nous sommes un peuple de... C'est ça qu'ils aiment voir de nous. Mais ils n'aiment pas voir le LKP. Ils n'aiment pas voir la résistance africaine, ils n'aiment pas voir ce que nous faisons, le panafricanisme révolutionnaire sur le continent africain. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment les danseurs, ils aiment coller la petite. Ils aiment, après je veux pas dire, on est un peuple qui aime aussi la vie, c'est pas le problème. Mais on aime la justice aussi. Il faut qu'on leur montre que, oui, on peut être la compagnie créole, mais on peut être aussi le LKP. Et les deux, peut-être, ne s'opposent d'ailleurs pas. Quand on commence à creuser, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Voilà. Que pensez-vous de la situation d'Haïti ? Haïti paye le courage historique qui a été le sien. Se proclamer république face à une entité qui voulait la voir ad vitam assujettie. Haïti est asphyxié économiquement, asphyxiée politiquement, pour la simple et unique raison qu'elle a eu l'outrecuidance de dire à l'impérialisme occidental qu'elle a le droit d'être, c'est qu'elle se doit d'être, qu'elle ne sera pas définie par l'autre, mais qu'elle sera définie par elle-même. Les autorités occidentales essayent d'étouffer Haïti parce qu'ils veulent donner un exemple à toutes les autres contrées noires en disant si vous voulez être indépendant, ressemblez à Haïti. Et c'est ça le véritable problème. Que certaines personnes ou certaines contrées, certaines parties de nos populations soient capables d'être si effrayées vers le grand capital
qui finissent par se dire ah non, on ne veut pas être indépendant parce que si c'est pour ressembler à Haïti, ça ne marchera pas. Et remarquez ce qui se passe. Notre peuple haïtien, partout où il est installé, les 3/4 du temps, il faut qu'on ait ce courage de le dire aussi, en tout cas dans les Caraïbes, est détesté. Fait l'objet de bon nombre de moqueries. C'est-à-dire qu'on a réussi, l'impérialisme nous a tellement aliénés que ceux qui devraient être même considérés comme les plus grands résistants de notre histoire sont ceux qui sont les plus humiliés, sous prétexte qu'ils font partie d'un pays pauvre. Mais on n'explique pas les raisons de la pauvreté. On n'explique pas les raisons des perturbations. On n'explique pas les raisons des déstabilisations. On n'explique pas qu'en réalité, si élu il y a au sein de notre peuple, Haïti fait partie de ces gens qui sont élus chez nous. Parce qu'ils ont eu le courage de donner le ton à tout le monde. Il n'y aura pas de panafricanisme s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aura pas de négritude s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aura pas de Aimé Césaire et de Léon Gontran Damas s'il n'y a pas Haïti. Il n'y aurait pas de Lumumba même s'il n'y avait pas Haïti. Haïti est quelque chose qui est un symbole, un moteur pour nous tous. Il n'y aurait pas le petit Kémy Séba que je suis s'il n'y aurait pas Haïti. Il faut le dire. Et qu'on essaie de renverser ce qui est censé être négatif pour les autres, il faut qu'on le rende honorable pour nous autres. Parce que Haïti, sa déstabilisation, il faut qu'on comprenne le système économique, comment il marche. N'est bouleversé économiquement que ceux qui gênent à la base le grand capital. Remarquez bien que les plus grands corrompus sur cette terre, ceux qui sont le plus alignés sur l'oligarchie occidentale et qui livrent toutes leurs matières premières comme il se doit à ce système ultra-capitaliste, n'ont aucun problème en termes de contrôle de la société. Leur société se porte bien. Aucune déstabilisation les 3/4 du temps. Les 3/4. Mais quand il s'agit maintenant de se rebeller contre ce grand capital-là, ceux qui tiennent l'économie, je ne vais pas les citer sinon on va me faire encore des procès, mais on les connaît, ceux qui tiennent l'économie vont, par un truquement, seront dans une dynamique et dans une démarche de faire en sorte que on soit déstabilisé, et cela va pousser la population à se dire attendez, je ne comprends pas. Vous dites que vous gérez votre pays, mais vous n'êtes pas capable de gérer les inflations. Mais qui contrôle les inflations? Qui pousse à l'inflation? Et vous remarquerez que toutes les nations qui sont opposées à l'impérialisme occidental, d'Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique, se retrouvent dans une situation où, économiquement parlant, ils sont pauvres. Il faut quand même qu'on ouvre le cerveau, qu'on commence à comprendre les raisons qui nous poussent à aller dans cette direction-là. Il n'y a pas de hasard. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut qu'on redéfinisse la question économique, qu'on redéfinisse aussi la manière dont on se doit de gérer la participation à la vie de la cité, la manière dont on se doit de gérer le rapport à l'autre, l'achat. Auparavant, on était dans une société du troc, on était dans une société de la tontine, on était dans une société de la collaboration quand on parle de l'économie. Avant que eux viennent avec leur billet qui ne vaut rien, qui n'est rien d'autre qu'un outil de spéculation, on avait nous-mêmes notre façon d'acheter, de vendre, de donner. Ce troc-là dont on nous parle, et dans certains villages, dans certaines contrées en Occident, on revient aujourd'hui plus que jamais à des notions telles que celle-ci. Parce que les gens savent que tout ce qui est lié à ce satanique billet est quelque chose qui est en train de nous pousser les 3/4 du temps à nous effondrer. Alors on n'est pas en train de faire un... Il faut qu'on soit pragmatique. À l'échelle d'un État, on ne marche pas aujourd'hui dans un État simplement avec du troc. Ne soyons pas naïfs, mais je suis en train de dire qu'il faut qu'on ait petit à petit une distance critique croissante vis-à-vis de la manière dont l'économie est dictée par l'extérieur. Wall Street ne doit plus, il arrive un moment où Wall Street ne doit plus diriger et décider de la manière dont nous sommes capables de gérer notre économie aussi. Il faut qu'on soit capable de s'aligner et de se réorienter sur ces nations qui elles-mêmes sont en train de sortir de ce schéma-là international qui s'appuie sur un système qui lui-même est en train de montrer son effondrement. On vit la pire crise du monde moderne sur le terrain capitaliste. Il faut aussi qu'on commence à se poser des questions. Vous avez un petit message pour les Caraïbes et ensuite on va passer à la partie africaine. Le message que j'ai pour les Caraïbes, c'est que déjà, de un, je suis pressé de les voir. Pressé à un degré que vous ne pouvez pas imaginer. L'autre message que j'ai à leur passer, c'est qu'il faut qu'ils tiennent debout, qu'ils continuent à résister pour ceux qui résistent, qu'ils se rappellent qu'ils sont le centre de gravité de nos efforts. Que Haïti, que les Caraïbes de manière générale, que la Guadeloupe, que la Martinique, que la Guyane, que Saint-Domingue, que Sainte-Lucie, etc., on ne va pas toutes les citer, mais que les Caraïbes de manière générale sont le plus grand espoir du peuple noir de manière globale. Ça, il faut qu'on n'ait pas de honte ou de pudeur à le dire, il faut qu'on soit capable de le rappeler. On a besoin de vous. Le panafricanisme est né dans la diaspora. Ceux qui sont le plus confrontés à l'impérialisme
ou qui ont été confrontés à l'impérialisme de la manière la plus brutale, la plus bestiale possible, c'est notre peuple qui est dans les Caraïbes. On a besoin de vous, on a besoin de votre force, on a besoin de votre génie, on a besoin de votre créativité. Et c'est avec justement cet amour et cet élan qu'on sera capable, je pense, de se transcender. Chacun doit faire des efforts de là où il est et on doit être capable de réunir nos forces. C'est ça le panafricanisme. C'est pas une idéologie qui consiste à regarder uniquement le continent. Qui dit panafricanisme dit union des africanités. Les Caraïbes, même la créolité est une africanité peut-être partielle puisqu'il n'y a pas que l'identité africaine qui est dedans, mais ça fait partie de cela, cette capacité de se réinventer. L'Africain, où qu'il soit, ou l'afrodescendant, où qu'il soit, est dans cette démarche. Donc on a besoin des Caraïbes pour plus que jamais s'élever. Voilà.